Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne YouTube Aéroclub de l'Hérault Montpellier Occitanie dédiée au long format. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Valentin, contrôleur aérien sur la plateforme de Béziers, qui a gentiment accepté de venir répondre à nos questions. Avant que la vidéo ne commence, et si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse avec l'interview. Bonjour, je m'appelle Valentin et je suis contrôleur aérien sur l'aéroport de Béziers. Donc Valentin, tu es contrôleur sur la plateforme de Béziers. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours, ta formation pour arriver jusque-là, on va dire de tes années lycée jusqu'à ta première affectation? Ouais, alors j'ai déjà un certain âge parce que j'ai passé un bac qui n'existe plus. Ok. J'ai fait un bac Ouais, S effectivement, à ouais, en Montpellier. CSP, ouais. Et ensuite j'ai fait 2 ans de prépa, MPSI, MP, Maths Sup, Maths P. Concours de l'ENAC. Alors, Ok. et 2 concours qui existent en tout cas aujourd'hui pour faire contrôleur aérien. Moi j'ai passé un concours qui est un concours de niveau bac, qui est le concours TS2EAC, technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Et ensuite, j'ai eu une formation de 2 ans et demi à l'ENAC et 6 mois sur poste pour passer ma qualification sur mon premier terrain d'affectation qui était Calvi en Corse. Et donc l'ENAC, c'est la seule voie possible aujourd'hui en France pour devenir contrôleur? Alors pour devenir contrôleur aérien civil, oui, c'est la seule porte d'entrée possible. Sinon, on peut devenir contrôleur aérien militaire en passant par les 3 armes. Les 3 armes, armée de terre, armée de l'air et de l'espace et la marine, ont des contrôleurs aériens. Et est-ce qu'un peu comme médecine, comme font certains Français, ils partent à l'étranger se former et reviennent ensuite exercer en France, est-ce qu'on peut faire pareil en tant que contrôleur, aller faire une école privée par exemple en Espagne et venir après exercer sur des terrains français? Alors sur le papier, je pense que c'est possible. Dans la vraie vie, je pense que c'est vraiment compliqué. Il y a des recrutements qui se font, qui s'appellent des RUE, des recrutements Union européenne, qui sont faits par la Direction générale de l'aviation civile pour recruter des contrôleurs aériens étrangers, les faire travailler en France. Mais c'est très anecdotique et ça ne représente vraiment pas la majorité des contrôleurs aériens. Donc je pense qu'il vaut vraiment passer le concours de l'ENAC. Et c'est une école gratuite, publique, comme pour les pilotes de ligne? Exactement. Une fois qu'on rentre à l'ENAC, on est élève fonctionnaire et ensuite stagiaire fonctionnaire. Donc notre métier, c'est d'être étudiant et d'apprendre le métier de contrôleur aérien. Donc Ok. on est même rémunéré pendant nos études. Ok, bah ça c'est vraiment en plus pour le coup, je pense. Effectivement. Ouais. T'emmagasines un peu d'argent pendant tes études, donc tu te sers quasiment pas, j'imagine. Donc, Alors on s'en sert pour payer la vie de tous ouais, les c'est jours ça, mais et ouais. d'annoncer avec un grand sourire à 18 ou 19 ans notre autonomie financière à nos parents. C'est quand même un des rares parcours scolaires Ouais, bah franchement, c'est où on peut super. avoir ce luxe-là. Contrôleur aérien, c'est un métier quand même qui demande beaucoup de responsabilités, Oui. qui peut paraître et qui est peut-être stressant comme métier. Pour toi, c'est quoi le rôle d'un contrôleur aérien et quelles sont les qualités surtout pour être un bon contrôleur aérien? Alors pour moi, et ce que je vais te répondre n'engage que mon point de vue personnel, mais pour sûr. moi, le rôle d'un contrôleur aérien, c'est rendre service. Ok. Le contrôleur aérien, il rend 3 services. Il rend le service du contrôle, le service d'information de vol et le service d'alerte. Et donc vraiment, derrière ces 3 services, il y a vraiment l'action de rendre service. On est là pour aider les pilotes, leur rendre service à tout moment de leur vol. Ce qui concerne les qualités du contrôleur aérien, je pense qu'il faut avoir un esprit d'analyse rapide parce qu'on est amené à contrôler des situations qui sont évolutives avec des avions qui ont des performances différentes, qui sont dans le même espace aérien. Donc un esprit d'analyse assez évolutif, un minimum de gestion de stress et puis de la passion pour l'aéronautique parce que on est en contact permanent non seulement avec les pilotes mais avec tous les autres acteurs d'une plateforme aéroportuaire, en tout cas comme un métier comme moi où je suis contrôleur d'aérodrome, où là on est vraiment le point central entre les équipages techniques, l'exploitant d'aérodrome, les pompiers et tous les autres services qui gravitent autour des Et avions. en plus, toi, tu voles à côté, donc à l'aéroclub de l'Hérault, exactement. où on est aujourd'hui. Donc tu as ce point de vue également, Oui. point de vue pilote, que tu peux Oui. utiliser, je pense, mettre à profit dans ton métier au quotidien. Exactement. Moi, mon parcours aéronautique, il a vraiment commencé ici, à l'aéroclub de l'Hérault, en septembre 2010. J'étais tout gamin en seconde. J'ai appris à voler ici. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, on en parlera peut-être plus tard, mais je suis contrôleur sur des tout petits terrains. J'ai commencé par Calvi, maintenant je suis On à va y Béziers, revenir justement, ça va être intéressant. où il y a pas ouais. mal d'aviation générale. J'ai commencé ici à l'aéroclub de l'Hérault et donc je suis hyper content d'avoir des copains de l'aéroclub en fréquence qui passent, qui font des tours de piste et contribuer un petit peu à ce monde Ouais, bien aéronautique sûr, VFR. on va y revenir un peu juste après. Mais tu as parlé des qualités pour devenir contrôleur aérien. On imagine que tu es testé au simulateur assez fréquemment, ou durant ta formation en tout cas, comme un pilote de ligne. Est-ce que tu peux un peu nous parler des types de situations que vous apprenez à gérer lors de votre formation en simulateur?
Alors dans la formation au simulateur, le simulateur sert essentiellement à la formation initiale à l'ENAC pendant les 2 ans, 2 ans et demi de formation qu'on a sur le campus de Toulouse, où là on va vraiment apprendre à travers de différentes phases qui sont très bien organisées avec la première phase qui est ADV, aérodrome VFR, sur vraiment le terrain le plus basique école où on prend le micro pour la première fois, on donne nos premières clairances, nos premières instructions de contrôle. On fait aussi des terrains un petit peu plus gros pour la phase ADI. On peut faire pour les ingénieurs du contrôle d'approche, du contrôle en route. Donc les simulateurs à l'ENAC servent essentiellement pour la formation initiale et ensuite, tous les 3 ans, lorsqu'on renouvelle notre qualification de contrôleur aérien, c'est une licence, la licence de contrôle. Dans ce cas-là, on va passer sur simulateur. Alors nous, notre simulateur, il est à Marseille. Et là-dessus, on va étudier toutes les situations anormales et d'urgence que l'on peut rencontrer. Donc on se sert de l'outil simulateur pour simuler quand ça ne va pas fort, que ce soit à bord ou dans la tour, pour justement pouvoir s'entraîner à ces situations anormales et d'urgence. Et c'est quoi entre guillemets, la pire situation que tu puisses rencontrer en tant que contrôleur aérien que tu apprends sûrement à gérer au sein d'un simulateur? Alors, je pense que la pire situation, elle dépend du contexte aéronautique au moment où on contrôle. Il peut y avoir une panne qui est une panne mineure à bord, en fonction de comment elle est gérée par le bord et par le sol, nous, dans la tour, et de la situation aéronautique qu'il y a tout autour, la situation peut être plus ou moins complexe à gérer pour nous. Je pense que la situation la plus dramatique serait d'avoir un crash en fréquence. Mais il peut y avoir d'autres situations qui sont aussi complexes à gérer sans forcément que ce soit aussi dramatique. Et moi, je me suis toujours demandé, quand vous vous entraînez au simulateur, comment sont gérés les avions? Que ce sont des plans de vol programmés par des gars de la tour qui gèrent le simulateur en tout cas, et ensuite d'autres contrôleurs qui sont à la radio derrière, ou alors il y a vraiment un gars qui est dans un simulateur à côté, qui pilote l'avion. Comment ça marche? En fait, on a des logs, c'est des scénarios qui sont préparés à l'avance avec tout un tas de situations qu'on va avoir besoin de voir pendant la simulation. Donc toutes ces situations sont listées en fonction des objectifs pédagogiques qu'on a cochés, qu'on a à valider. Et donc, il y a des avions qui sont prévus, qui ont une trajectoire prédéfinie dans le simulateur. Et de l'autre côté, sur un autre ordinateur à part, il y a ce qu'on appelle un pilote éco-radar. Et le pilote éco-radar va gérer tous les avions qui apparaissent sur le simulateur, va nous répondre en même temps à la fréquence. Donc celui qui travaille le plus pendant un simulateur de contrôle, souvent c'est le pilote éco-radar parce qu'il doit faire bouger tous les avions, répondre à nos instructions, collationner les messages. Et donc lui, il n'arrête pas de tout gérer et nous, on fait notre apprentissage sur Simu. Ok, donc il n'est pas réellement dans un simulateur à gérer au manche et à la manette des gaz. Non. Il est vraiment derrière un ordi. Il gère des programmes quelque part? Exactement. Okay, il gère des programmes et gère les trajectoires sur un ordinateur. C'est des plots comme ceux qui apparaissent sur le radar. Donc sûrement quelqu'un de très qualifié parce que quand même pour gérer tout ça à la fois et entraîner les… Alors effectivement, c'est plutôt des profils pilotes qui font ça. Il y a pas mal de pilotes retraités, il y a des pilotes en attente d'entrer dans une compagnie. C'est du bénévolat pour les retraités? Non, c'est une profession rémunérée, c'est une vraie profession qualifiée. Ça ne s'invente pas de faire pilote éco-radar. Et est-ce que donc tu as pu retrouver une situation en vrai que tu avais dû gérer au simulateur, ou en tout cas une situation un peu tendue ou critique, où ça ne t'est jamais arrivé? Alors des situations critiques, oui, j'en ai eu, heureusement pas dramatiques. Celle qui me vient en tête là, c'est une situation qu'ils n'ont pas encore inventée sur simulateur. C'était tout début 2020, printemps 2020. Sur Béziers ou à Calvi? Non, c'était quand j'étais à Calvi. Okay. C'est quand j'étais à Calvi et à ce moment-là, printemps 2020, on commence à entendre parler d'une maladie un peu bizarre qui vient de Chine. Il paraît que ça nous a un petit peu impacté. Cool, Et donc à ce moment-là, Bastia, donc, qui gère l'approche de Calvi et le secteur d'information de vol qui est autour de Calvi, elle m'appelle en disant « Écoute, j'ai un ULM, il n'a pas du tout prévu de venir chez toi, il est au-dessus de la mer, il est complètement désorienté. Il commence un petit peu à paniquer, il a mal à la tête, il a un petit peu des nausées, la tête qui tourne, il n'est pas bien. Tu as le terrain le plus proche, on va le dérouter sur ton terrain. » À ce moment-là, moi j'étais en situation d'instruction, enfin en tant qu'instructeur, j'avais un élève à la fréquence, un élève expérimenté qui était qui était contrôleur avant dans l'armée de terre. Et donc ce stagiaire, il reste à la fréquence, on prend toutes les informations. Il y avait un exercice hélico en même temps sur Calvi avec le 2e régiment étranger de parachutistes, la Légion étrangère, où on demande au chef de patrouille hélico de rester sur la fréquence parce que peut-être qu'il y aura besoin d'aller chercher un ULM qui est un petit peu perdu loin en mer.
Et donc, en même temps, là, on se retrouve à coordonner un petit peu les moyens de secours. On prévient le SAMU, on prévient les pompiers d'aéroport, on prévient l'exploitant. Donc, tout le monde est en alerte, en attente de cette ULM. L'ULM parvient à se poser. Il était seul à bord. Et en fait, quand on a vu le SAMU arriver, les pompiers arriver, c'était hyper impressionnant parce qu'ils étaient tous équipés en risque NRBC, les risques bactériologiques, avec des grosses combinaisons blanches complètement étanches. Le Covid, comme tu l'as dit, venait d'arriver. Exactement. Donc il y avait une suspicion de Covid avec cette maladie bizarre qui arrivait à ce moment-là. Et en fait, c'était simplement que le pilote ULM avait décollé de la Côte d'Azur, se rendait en Italie. Donc il survolait un petit peu la mer. Et sur le terrain où il allait en Italie, sur la base ULM, il n'y avait pas de service d'avitaillement et il était parti avec des jerrycans d'essence. Et il était simplement intoxiqué aux vapeurs d'essence qui étaient dans la cabine. Mais forcément, les vapeurs d'essence, ça fait tourner la tête et ça implique une baisse de la conscience de la situation quand on est à bord. Et donc, il est parvenu à se poser. Et heureusement, tout s'est bien terminé. Ok, c'est super intéressant parce que pour le coup, peut-être qu'on ne s'imagine pas en prenant des jerrycans qu'on peut être intoxiqué aux vapeurs d'essence. Et oui, avec l'altitude, ça s'est dilaté. Il y a eu des vapeurs d'essence dans le poste. Et donc, il était intoxiqué avec ces vapeurs d'essence. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu un peu de stress dans ce genre de situation? Comment tu le gères, ce stress? Alors, si tu en as, bien sûr, hein, peut-être pas. Alors oui, il y a forcément du stress parce qu'on se dit qu'il y a quand même un ULM, c'est un monomoteur, la personne est seule à bord, il y a une maladie qu'on ne connaît pas. La situation, elle n'est pas idéale. Mais elle n'est pas idéale d'abord pour le pilote. Nous, on est dans la tour. À ce moment-là, on est assis sur une chaise. On ne peut pas faire grand-chose de plus que vraiment d'assister le pilote au maximum pour lui donner les trajectoires les plus directes vers l'aérodrome et qu'il puisse se poser en toute sécurité. On ne pourra pas intervenir à bord pour l'aider. Et donc, il y a forcément du stress de cette impuissance-là. Ouais. Par contre, nous, en attendant, on a énormément de boulot pour préparer son arrivée et faire en sorte qu'à son arrivée, tous les moyens de secours soient présents. En charge de manière Exactement. correcte. Exactement. Et ça, c'est vraiment notre rôle, d'alerter tous les services pour permettre une meilleure prise en charge pour le pilote à l'arrivée. Ok. Et on va parler maintenant d'un cas un peu plus précis, les élèves en solo. Oui. Parce que là aussi, de l'autre côté, forcément, il y a du stress pour les élèves en solo, surtout sur les premiers solos. Et comment vous gérez les solos? Est-ce que vous prenez des précautions supplémentaires avec ce type de vol? Et voilà, comment vous faites pour rester tout calme et bienveillant? Alors déjà, le premier message, vu qu'on s'adresse essentiellement aux pilotes de l'aéroclub de l'Hérault et même peut-être à des pilotes d'autres aéroclubs, le premier message, c'est en tant que pilote solo, élève pilote solo, s'annoncer à la fréquence en tant que solo. Ça, c'est quelque chose, moi, on ne me l'avait pas dit pendant ma formation. Et je ne m'annonçais pas forcément en solo. Et puis aujourd'hui, je suis contrôleur aérien. Évidemment, je le recommande à tout le monde. Quand on est en vol solo, c'est bien de dire au contrôleur aérien Fox Golf Novembre Juliette India solo, en provenance de Montpellier, destination de vos installations. Et ça, déjà, ça va alerter le contrôleur sur le fait que c'est un élève en apprentissage, qui n'a pas beaucoup d'expérience globale, qui n'a pas beaucoup d'expérience récente. Et donc, on va avoir une attention particulière. Forcément, sur le terrain de Béziers, où j'exerce aujourd'hui, on a beaucoup d'élèves solo. Parce que la plupart des élèves font leur première navigation solo vers Béziers. Les élèves de Perpignan, les élèves de Montpellier, les élèves de Nîmes-Garon, de Carcassonne. On a beaucoup d'écoles de pilotage et d'aéroclubs qui viennent. Et souvent, la navigation solo, une des premières, c'est la navigation vers Béziers. Et donc, on se retrouve quand même assez régulièrement avec des élèves solo en fréquence. 100% du temps, ça se passe super bien, mais on a toujours une attention particulière de ne pas demander quelque chose de trop compliqué, trop saugrenu à un élève pilote en solo, vraiment bien le laisser sur ses rails. Aux autres. Exactement. On va être beaucoup plus vigilant sur les élèves en solo du fait de cette phase d'apprentissage qui est tout à fait normale. Et moi, du coup, avec mon expérience de pilote privé et de ce que je me souviens d'il y a 10-15 ans quand j'étais élève pilote, forcément, c'est facile de se mettre à la place d'un élève solo. Alors, tu m'as aussi demandé comment on faisait pour rester calme. C'est vrai que je pense là-dessus, il y a une part de l'expérience qui joue forcément quand on est contrôleur aérien, AB initio, tout jeune contrôleur. On va avoir tendance peut-être à un peu plus monter en pression rapidement que maintenant avec un peu plus d'expérience forcément. Mais c'est vrai qu'on s'efforce, surtout avec les élèves pilotes et les pilotes amateurs qui sont par définition non professionnels, qui font ça pour le loisir. Le minimum légal, c'est 12 heures de vol par an. On s'efforce d'avoir la voix la plus posée possible, de donner les instructions les plus concises possibles et d'articuler le plus possible. Parce que forcément, il n'y a rien de plus contre-productif qu'un contrôleur qui pourrait parler vite. L'élève solo en face ne va pas forcément avoir toutes les bonnes informations et ne va pas forcément bien tout collationner. Et donc dans ce cas-là, on va devoir répéter le message et tout le monde a perdu du temps. Donc c'est pour ça qu'on s'efforce à parler doucement, de façon concise, claire, précise. Et sur le fait de répéter et de se tromper sur un collationnement de fréquence, parce que je viens de l'évoquer, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que
un élève pilote ou même un pilote quel qu'il soit, qui n'a pas bien compris une instruction du contrôle, qui demande à répéter, il y a zéro problème. Oui, On est vraiment là pour répéter, réexpliquer. Et si on s'est mal exprimé, il n'y a aucun problème. On va trouver un autre moyen de reformuler l'instruction. Mais surtout, il ne faut pas rester avec un Il ne doute. faut pas se dire je vais passer pour un abruti Exactement. en répétant, en demandant Exactement. de répéter. Ça n'arrivera jamais. Et on répétera autant de fois qu'il le faut. On changera de stratégie de contrôle parce qu'en attendant, la situation elle est évolutive. Donc peut-être que la situation qu'on a proposée au début, elle est plus valable à ce moment-là. On proposera une autre solution. Mais surtout, il ne faut jamais rester avec un doute. Toujours dire au contrôleur, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Ok. Et il y a On évite aucun tout problème incident pour répéter. avec ça, il n'y a pas de… Bah, bien sûr. de Bien sûr. Et c'est vrai dans les deux sens. Nous, quand on n'a pas compris les instructions ou les demandes d'un pilote, on n'hésitera pas à demander à répéter. Le but, c'est d'éviter les quiproquos aussi Exactement. et de ne pas arriver jusqu'à l'incident avec un peu plus Oui, de ou malchance. ne serait-ce qu'une situation un peu plus compliquée alors qu'elle n'aurait pas eu lieu d'être. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type de contrôleur, une journée typique de contrôleur aérien, Ouais. soit sur Béziers, mais même de manière plus générale au final? Alors déjà, une journée type de contrôleur aérien, au maximum légal, elle va durer 10 heures. Ok. 10 heures, c'est quand même une période assez longue, alors entrecoupée de pauses. Et la journée type, quand on arrive au boulot, ben, c'est un petit peu la même chose que quand on est pilote et qu'on arrive à l'aéroclub. On va prendre les consignes du jour, on va lire les NOTAM, on va regarder la météo, on va lire les consignes opérationnelles. Ils viennent d'où les NOTAM? C'est pas vous qui les faites, donc les contrôleurs? Alors non, nous on ne rédige pas les NOTAM. Les NOTAM sont publiés par un service spécialisé dans les NOTAM. Ok. Et donc on a accès à la même information aéronautique, on se connecte sur le site du SIA, sur Sophia Briefing, Ok. on va chercher nos NOTAM, on regarde les activités de zone, parce qu'à Béziers il y a le réseau RTBA qui passe pas très loin, est-ce que la zone va être active, pas active? Et donc on prend toutes ces informations-là, et en plus des informations auxquelles les pilotes ont accès, nous on a des informations aussi par exemple sur la maintenance d'un élément technique de la tour. Ok. Tiens, aujourd'hui, il y a peut-être une maintenance sur tel radar, donc la détection radar qu'on aura, elle est moins bonne. Ça, c'est quelque chose que les pilotes n'auront pas forcément, mais nous, c'est des informations Donc vous êtes opérationnelles. conscient en tout cas. Exactement. On est conscient qu'il y a tel ou tel équipement qui peut-être aujourd'hui sera en maintenance. Et donc, on va regarder toutes ces informations-là. La prise d'infos essentielle avant la prise de vacation. Si on est d'ouverture le matin, on va mettre en place le service du contrôle, enregistrer notre première ATIS, téléphoner au chef de tour de Montpellier en disant bonjour Montpellier, je vais ouvrir ma tour, j'ouvre à telle heure, ça sera tel QFU en service, Montpellier nous donne son niveau de transition, on fait notre première ATIS et ensuite on lance la situation de contrôle. Et ensuite, tout au long de la journée, il va y avoir des relèves entre contrôleurs, on travaille à deux à Béziers. Il y a des heures précises, des temps pour les relais? Non, ça c'est en fonction de la charge de trafic. On ne peut pas forcément dire au bout d'1 heure pile, je vais te relever. Si c'est 1 heure où on est overcast 600 pieds, il n'y a pas eu un seul trafic, je ne vais pas être fatigué. Et donc il y a des relèves tout au long de la journée où on va alterner en fonction de la charge de trafic. On va rester plus ou moins longtemps à la fréquence. Si j'ai eu donc overcast 600 pieds et j'ai parlé à personne, je ne serai pas fatigué, donc je peux rester un peu plus longtemps à la fréquence. En revanche, s'il y a eu une grosse salve de solo de l'aéroclub de l'Hérault qui sont arrivés en même temps, où ils ont fait plein de tours de piste, des encadrements, où il a fallu caser au milieu un 737 de Ryanair qui arrive avec des performances autrement supérieures que les DA20 et DA40 de l'aéroclub. Et donc là, c'est des situations qui sont plus complexes à gérer. Forcément, on se fatigue plus vite. Et donc là, le collègue va prendre la relève. Et le contrôleur que j'étais, qui était à poste, va passer contrôleur en pause, mais reste pas loin de la situation de contrôle juste à côté et va aider le contrôleur à poste à prendre les coups de fil, à gérer un peu de secrétariat avec la tenue de tableau, la tenue des strips, gérer les activations et clôtures de plan de vol et tout ce qui est à côté qui pourra délester au maximum la charge de travail du contrôleur qui est à poste. Ok, et toi tu commences vers quelle heure? Parce que ça change beaucoup en fait les heures de début de contrôle. Ou alors tu as vraiment un planning dans la semaine, tu sais que tous les jours tu vas commencer à 8h, la semaine prochaine à 9h, ça se passe Non, sur le rythme, on a 2 vacations. Donc, le service du contrôle à Béziers est ouvert de 8h locales à 20h locales l'été et 8h locales, 19h locales en hiver. Ok. Et là-dessus, il y a 2 vacations. C'est-à-dire qu'il y a la vacation du matin qui fait 8h, 17h30 l'été, 10h30, 20h l'hiver. Donc, on a ces vacations qui se chevauchent de 10h30 à 17h30 où on a 2 contrôleurs qui sont en même temps dans la vigie entre 10h30 et 17h30. Ok. Et sinon, on est tout seul dans la vigie. Et au moment où le contrôle ferme, le terrain n'est plus accessible, ou il est encore accessible en auto-information, ça se passe comment? Alors, à partir du moment où le service du contrôle a fermé, la CTR est déclassée en classe Golf et le terrain devient un aérodrome non contrôlé, comme n'importe quel aérodrome non contrôlé qui puisse exister avec de l'auto-info. Donc toi, tu contrôles sur l'aéroport de Béziers. Est-ce que tu pourrais nous donner les spécificités de cette plateforme et nous dire s'il y a des choses auxquelles tu vas devoir prêter plus attention que sur d'autres aéroports?
Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais effectivement, la plus grande particularité, spécificité de l'aéroport de Béziers, c'est la présence d'écoles de pilotage et d'aéroclubs sur tous les terrains voisins qui sont autour de nous. On a un aéroclub qui est aussi très actif à Béziers. Et donc, la particularité, c'est d'avoir beaucoup de pilotes en formation qui viennent à Béziers. Et donc là, on doit avoir une attention particulière. On a parlé des solos tout à l'heure, mais c'est aussi valable pour une séance d'instruction classique. Ça peut aussi être une séance de test. Et l'idée, c'est que nous, avec les informations qu'on va donner et tout ça, on ne soit pas en train de nuire à l'objectif pédagogique de la séance. C'est-à-dire que si c'est un vol d'instruction avec donc un élève, un instructeur à côté, et que l'élève ne fait pas forcément ce qu'on lui avait demandé, et qu'on demande à l'élève de corriger, ça peut faire partie des objectifs pédagogiques, mais peut-être que l'instructeur à bord voulait attendre que l'élève se rende compte de sa bêtise. Voilà, donc nous, on va laisser faire dans une moindre mesure. Tant que ce n'est pas dangereux en fait pour les autres. Exactement, il n'y a pas de rapprochement dangereux, que ça n'a pas d'impact sur la situation aéronautique. Et ensuite, on interviendra, parce que ça va aussi dans le sens du service du contrôle, du service d'information de vol. Pour information, vous m'avez indiqué que vous êtes vertical Sierra Echo, vous êtes encore à 5 nautiques de Sierra Echo, juste pour que l'élève pilote ou le pilote qui est à bord ait conscience de la situation, qu'effectivement, Sierra Echo, c'est encore à 5 minutes devant, on n'est pas encore à la verticale du point. Ok. Donc Béziers, tu l'as dit au début, c'est une plateforme que tu aimes contrôler, comme Calvi, parce que c'est petit, tu nous as dit. Tu peux voir des gens que tu connais qui viennent de leur club de l'Hérault et qui font un vol jusqu'à Béziers. Mais tu n'as jamais eu envie de contrôler sur des aéroports plus gros, Charles de Gaulle par exemple. Est-ce que c'est le Graal quelque part pour les contrôleurs, ces gros aéroports avec énormément de trafic et des avions magnifiques quand même qui viennent quand c'est du long courrier, du 777, tout ça. C'est un truc qui t'a tenté déjà? Alors, le 777, effectivement, à Béziers, il est assez limité. Ah, c'est sûr. Là, je vais répondre vraiment avec mon opinion personnelle, mais déjà, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir être contrôleur à Charles de Gaulle sur des gros terrains. Oui, parce que comment ça fonctionne, cette affectation en fait Exactement. Il existe 2 statuts de contrôleur aérien. C'est en train de changer. Il y a une réorganisation du service du contrôle au sein de la DGAC. Et donc, moi, j'ai le statut de technicien supérieur des études d'exploitation de l'aviation civile, donc technicien supérieur. Et ensuite, il y a les ICNA, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Et donc, les gros terrains, comme tu évoques Charles de Gaulle, mais par exemple, l'aéroport de Montpellier où on est aujourd'hui est contrôlé par des ingénieurs. Et donc, il existe des passerelles pour passer de technicien à ingénieur. Mais aujourd'hui, moi, je suis que technicien, donc je ne peux pas postuler sur ces terrains. Donc, déjà, la question ne se pose pas pour moi. En revanche, il y a des terrains. Tu peux envisager de passer? Oui, il y a des passerelles internes. Donc, le terrain TS2EAC aujourd'hui qui a le plus de trafic, c'est Toussus-le-Noble en région parisienne. Il y a énormément de trafic, VFR, IFR, avec des performances différentes, très complexes à gérer. D'un point de vue personnel, j'aurais pu, avec mon classement à l'ENAC, demander un poste à Toussus-le-Noble. J'ai préféré aller à Calvi pour la géographie et le type de trafic. Ce sont des choix qui sont personnels. Moi, je voulais revenir habiter proche de Montpellier, donc j'ai pris un poste à Béziers. Je suis très content d'être contrôleur à Béziers pour cette diversité de trafic. On parlait tout à l'heure de différence de performance entre un 737 et un DA20. Forcément, la différence de performance, elle est énorme. La complexité ne vient pas tant du volume de trafic qu'on a à Béziers, mais des différences de performance avec des pilotes qui ont tous des intérêts différents, des objectifs différents, des performances différentes. Et même entre avions de classe de performance à peu près équivalente, ils vont tous vouloir faire des choses différentes. Donc, parce que final, tu vas prendre des tours de piste. C'est moins difficile en fait. C'est pas moins difficile, je ne pourrais pas comparer parce que je ne peux pas dire. Alors forcément, je pense qu'être contrôleur à Charles de Gaulle, c'est plus difficile qu'être contrôleur à Béziers. Ça, je pense que c'est une vérité. Par contre, c'est ça. La complexité vient des différences de performance et même dans une classe de performance équivalente, tu peux avoir 2 DA40 de l'aéroclub de l'Hérault qui viennent s'entraîner à Béziers et les 2 instructeurs vont vouloir faire des choses complètement différentes. Tu en as un qui veut faire des PTE, tu en as un qui veut faire des tours de piste, ensuite c'est des bas sauteurs, puis une PTU, puis une accélération arrêt, puis une panne en campagne. Et tout ça, même s'il n'y a que 2 avions, forcément ils risquent de se marcher dessus parce que le point de convergence c'est la piste. Et donc tout le monde veut faire des exercices sur la piste et même quand il y a 2 avions, parfois on peut avoir des situations de contrôle un peu plus compliquées à gérer parce que ils vont sans arrêt avoir des trajectoires séquentes. Forcément, l'objectif pédagogique de l'instructeur, c'est de faire progresser son élève. Donc, il a un programme d'exercices à réaliser. Et donc, quand on commence à avoir 2, 3, 4, 5 trafics en tour de piste, des exercices de panne en campagne, des exercices de déroutement, forcément, ça augmente la charge de travail. Et puis, on s'est fait notre scénario. On s'est dit, tiens, lui va passer en 1, en 2, en 3. Ma PTE, je vais pouvoir la caser là. Il va attendre un petit peu, mais ce n'est pas grave. On s'est monté tout notre schéma en tête. Et puis, dans ce cas-là, il dit, pour exercice, on va faire un déroutement. Tu en as un qui annule
un exercice, ça te change complètement la Là, situation. tout à revoir du coup. Et... Putain, 737 qui vient s'intercaler dedans, bah forcément, il faut lui laisser de la place parce qu'il faut lui laisser de la place pour la remise de gaz aussi. La remise de gaz est envisagée à n'importe quel moment de la procédure. Et donc, voilà, il faut jouer avec tout ça. Et c'est ce qui rend le boulot intéressant, c'est ces différences de performance. Toute époque confondue, s'il y avait un avion que tu aurais vraiment aimé contrôler, ça aurait été lequel? Concorde, Concorde. tout de suite. Pour moi, il n'y a pas d'avion plus légendaire, plus mythique que Concorde. Complètement d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, dans l'ordre du possible, par rapport aux spécificités de ton terrain, c'est quel avion que tu aimerais le plus contrôler? Il faut y venir. Ou au moins faire un petit battement d'aile au-dessus de la piste. Je sais pas, j'ai envie de dire surprenez-moi. Si vous voyez cette vidéo, vous avez un avion sympa. Venez tous à Surprenez-moi Béziers. et venez à Béziers, venez faire dire bonjour. On vous accueillera avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous donner, c'est vraiment personnel du coup, mais selon toi, les points positifs et négatifs du métier de contrôleur aérien? Alors le métier positif, et là je vais, le point positif, ouais. et là je vais forcément mettre une petite pique à tous mes amis pilotes, c'est que quand tu es pilote, tu vois qu'un seul avion, c'est le tien. Quand tu es contrôleur, tu les vois tous. Donc quand tu es passionné d'avion, on a la chance de travailler dans une tour avec des vitres partout. Tu as des profs quand tu es à l'école qui te disent tu ne seras jamais payé pour regarder par la fenêtre. Bah, nous, Au on fait ça final, toute la journée. T'es payé à regarder les Et en avions. plus, par la fenêtre, on voit des avions. Donc ça, c'est un énorme point positif. Il y a plein d'avions qui défilent. Je parlais de la diversité de trafic qu'on a à Béziers et surtout les petits terrains d'aviation générale comme Béziers, mais comme il en existe tant d'autres dans le pays. Ça, c'est vraiment un luxe d'avoir une telle diversité d'avions. Après, d'un point de vue confort, il y a aussi le fait d'être en rythme légèrement décalé. À Béziers, on a la chance de ne pas travailler de nuit, mais pourquoi pas travailler de nuit un jour? Donc ça, d'un point de vue du rythme, c'est pas mal. Et surtout, le fait d'être en rythme légèrement décalé, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille les jours fériés. Bah, du coup, avec le roulement, on a des jours de repos en semaine. Et donc, c'est aussi pratique pour les rendez-vous de la vie de tous les jours. Même une vie de famille On n'est pour pas sur aller, un rythme pour une ouais. vie de famille, pour tout ça. On n'est pas sur un rythme travaillé du lundi au vendredi de 9h à 18h. On a des horaires légèrement décalés avec du repos en semaine et ça, c'est quand même vraiment appréciable. Et ça t'a jamais tenté, toi, pilote de ligne? À aucun moment? Ou quand même, à un moment, des fois, tu te dis, bon, ça a l'air sympa quand même de voir un peu autre chose, mon métier d'un autre point de vue au final. Hein. Alors ouais, ça a l'air sympa. J'ai plein d'amis qui sont pilotes et qui m'en parlent souvent et c'est vrai que je me dis, ouais, c'est vrai, c'est quand même C'est pas cool. mal leur métier. Mais quand je repense au ouais. mien, je reste contrôleur aérien et pour plein de raisons, tout un tas de raisons, on n'aurait pas le temps, il n'y aurait pas assez de batterie sur la caméra pour faire toute cette interview, ouais. mais il y aurait tellement de points positifs. J'adore vraiment mon métier de contrôleur aérien et j'ai pas envie d'en changer pour l'instant. Surtout, ça doit être grisant de se dire que finalement, c'est quelque part, vous maîtrisez un peu tous ces avions de plusieurs dizaines de tonnes quoi, qui vont à des vitesses assez spectaculaires. Et en fait, au final, c'est vous qui êtes derrière et qui leur donnez des consignes. Alors, on donne des consignes à l'équipage. Les vrais héros de la situation, c'est les pilotes qui gèrent leur machine à la pétation bien et sûr. qui la connaissent par cœur. Nous, on gère une situation aéronautique. On est là pour rendre le service, comme je disais en introduction de la vidéo. On rend un service, on est là pour assister. On n'est en aucun cas là pour faire de la police. Et donc, nous, on est là pour que toutes les missions, quelles qu'elles soient, que ce soit l'instruction, que ce soit la conduite d'un vol commercial, puissent se faire dans les meilleures conditions possibles pour ce vol en particulier. Forcément, le pilote de Ryanair, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est avoir ses moteurs qui tournent pour rien, ça consomme du carburant, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent à la compagnie, ça pollue. Et donc, il faut qu'on optimise tout ça pour lui, ses intérêts à lui. Et par contre, un vol d'école, lui, il aura peut-être besoin de faire des 360, entre guillemets, pour rien, mais pour traiter une panne fictive. Donc, il y a un objectif pédagogique derrière. Ce n'est pas hyper optimisé pour le vol en lui-même, mais c'est optimisé pour l'objectif du vol. Et donc, le but, et là où c'est valorisant quelque part, c'est de pouvoir harmoniser et faire en sorte que tout se passe bien entre tous ces objectifs différents. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Et donc, au quotidien, tu travailles avec d'autres contrôleurs et contrôleuses aériens. Comment est ta relation vis-à-vis de tes collègues? Est-ce que ça devient des amis au fur et à mesure ou alors c'est vraiment très professionnel? Est-ce que tu revois les mêmes têtes tous les jours? Est-ce qu'il y a beaucoup de roster entre les différents contrôleurs? Alors ça, c'est de l'humain. Forcément, il y a des collègues, la tour à Béziers, elle doit faire 10-15 mètres carrés grand max. On passe 7 heures ensemble enfermés dans 10 mètres carrés avec quelqu'un. Forcément, il y a des affinités qui se créent. C'est de l'humain. Il y a des gens qui forcément deviennent des amis avec le temps. Et on travaille de façon très standard. C'est-à-dire que comme n'importe quel équipage, les équipages dans la plupart des compagnies ne sont pas constitués. C'est-à-dire que tu travailles avec un collègue et peut-être que tu ne le reverras plus du tout de ta carrière. À Béziers, on est 7 contrôleurs aériens qualifiés, donc forcément, je vais revoir mes collègues. Donc, il y a des affinités qui se créent, mais on est obligé de travailler standard parce que si je travaille avec Pierre demain,
et qu'avec Paul, le surlendemain, il y a des méthodes de travail qui sont complètement différentes, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a des méthodes qui sont standardisées, qui sont décrites dans le MANEX, le manuel d'exploitation. Comme en ligne, en fait. Comme en final, ligne, les pilotes, exactement. Par contre, qui travaillent quasiment jamais, en tout cas en aviation civile, dans les compagnies aériennes, en dehors de l'affaire, pour pas qu'il y ait des habitudes qui se créent aussi. Et qu'il y ait Exactement. des automatismes qui peuvent être dangereux dès qu'on change de collègue. Alors nous, forcément, on est sur un petit centre, donc on recroise nos collègues très fréquemment. Sur des plus gros centres, tu les vois peut-être un peu moins souvent, et encore qu'il y a un fonctionnement en équipe, donc c'est différent tu pour les pilotes et recroises aussi. contrôleurs, quand même. Tu les recroises aussi, mais il y a la nécessité de travailler avec des méthodes de travail qui sont normées, qui sont standardisées, pour que tout se passe bien et que le service soit rendu de la même façon pour les pilotes, qu'on soit lundi, mardi ou mercredi. Ok. On va un peu parler, on arrive un peu sur la fin de l'interview, on va un peu parler virtuel maintenant. Tu connais peut-être les plateformes Ivao Oui. et VATSIM. Oui. Est-ce que déjà tu pratiques dessus, tu fais du contrôle un peu dessus, tu as déjà été? Pas du tout. Jamais? Pas du tout. J'ai fait un petit peu de simulation quand j'étais beaucoup plus jeune que ça avec Flight Simulator X. Ok. Oui, ok, ça date, ouais. Alors ça date, mais alors à mon époque c'était Flight Sim 98 qui datait ou 2004. Mais voilà, je faisais un peu de simulation, mais pas du tout de vol en réseau ou quoi que ce soit. Du contrôle aérien, j'ai la chance d'en faire quand je vais au boulot. Et, Ça t'intéresse pas de tenter de prendre la CTR de Paris par exemple sur Ivao Alors, et... C'est pas que ça pourrait pas m'intéresser, mais c'est que j'ai une vie perso à côté qui est Ouais, toi, bien chargée. Ouais, et donc quand- le contrôle aérien, je fais ça à titre professionnel, formé sur la plateforme où je suis. Je ne me verrais pas être compétent même pour faire ça sur Ivao. C'est quand même des qualités, des centres beaucoup plus gros, différentes du mien. L'idée, c'est que ce soit le plus réaliste possible. Je ne me sentirais pas compétent d'aller faire ça sur une nouvelle plateforme. Je me contente de le faire à Béziers dans la vraie vie, c'est déjà pas mal. Et on va juste revenir sur les points positifs du métier de contrôleur parce que Ouais. tu as parlé du fait que tu faisais autre chose quand tu rentrais chez toi. Est-ce que c'est ça qui est bien aussi avec le métier, c'est d'avoir le boulot au boulot et de ne pas le ramener dans sa vie de famille le soir, dans sa vie privée? Alors ça, exactement, tu touches du doigt, pour moi, ce qui est un énorme avantage, mes parents qui ne sont pas du tout dans l'aéronautique n'étaient pas du tout dans ce cas-là, mais le fait de ne pas avoir un dossier qui traîne pendant des mois en disant « oh là là, demain, je vais reprendre tel dossier et ça va me durer hyper longtemps ». Contrôleur aérien, à partir du moment où tu as posé ton micro, Tu es chez tu as toi terminé le boulot et c'est fini pour la journée. Et ça, c'est un luxe qui n'est pas négligeable par rapport à certains métiers. D'autres métiers, c'est peut-être très bien de garder des dossiers pendant des mois. Moi, je pense que je ne suis pas vraiment fait pour ça. Il n'y a pas de routine. Tu parles de vol VFR d'entraînement, tout ça, c'est un truc aussi qui est hyper intéressant dans le métier. Ce n'est pas parce qu'on a toujours des vols VFR qui viennent faire de l'entraînement, toujours des IFR qui viennent faire de l'entraînement. C'est jamais la même situation, c'est jamais la même météo, c'est jamais le même vent, c'est jamais les mêmes pilotes à bord. Donc forcément, c'est jamais la même situation. Et donc, il n'y a pas de routine. Et ça, c'est hyper intéressant. Toi, tu penses que tu aurais pu faire un autre métier dans ta vie ou vraiment contrôleur, c'est le seul truc que tu te dis, c'est vraiment pour moi, je fais pour ça, quoi. Alors, peut-être, j'espère que j'aurais été capable de faire autre chose de ma vie si le métier de contrôleur n'avait pas existé. Moi, je suis rentré dans l'aviation civile. Au début, j'ai connu le concours TS2 EAC, grâce à un agent de la DSAC, l'autorité de surveillance de la DGAC, qui était inspecteur de surveillance spécialisé en sûreté. La sûreté, tout ce qui est menace intentionnelle. Et donc, il m'avait permis d'aller passer une demi-journée avec lui sur son lieu de travail pour voir en quoi consistait son métier. Et donc, en termes de sûreté, le gros avantage que j'avais trouvé à son métier à l'époque, c'est qu'il connaît, il fréquente tous les acteurs de la plateforme. La sûreté, ça concerne tout le monde, les équipages, les contrôleurs, l'exploitant d'aérodrome, les agents de sûreté, ceux qui font le filtre, le post-inspection filtrage, les passagers. Et donc, son métier, il est vraiment central et transverse à tous les acteurs d'une plateforme aéronautique. Et donc, quand on a mis le gilet jaune et qu'il a dit « tiens, on va aller faire une inspection, un contrôle, on va aller voir, parce qu'il y avait des travaux à ce moment-là dans l'aérogare, on va aller voir comment ça se passe la sûreté à ce moment-là. Mais j'ai trouvé ça génial, on met un gilet jaune, on va sur le tarmac, c'est super, il y a plein d'autres métiers. Et j'en profite pour faire un petit placement de produit. La Direction Générale de l'Aviation Civile, il y a plus d'une centaine de métiers différents, tous aussi intéressants les uns que les autres, avec de la maintenance des systèmes opérationnels pour les contrôleurs aériens, en plus des métiers de contrôle qui sont des métiers vitrines. Mais il y a les contrôleurs techniques d'exploitation, qui sont des agents spécialisés, qui vont vérifier sur le tarmac les aspects documentaires, réglementaires de chaque avion, des aspects techniques, mécaniques aussi propres à chaque avion. Il y a plein d'autres métiers, les concepteurs de procédures, toutes les procédures IFR, les cartes VAC, tout ça, c'est des métiers de la Direction Générale de l'Aviation Civile qui sont, à mon sens, hyper intéressants. Il faut se renseigner sur le site de l'ENAC, regarder les concours, il y a plein d'interviews, de vidéos qui sont disponibles, il y a plein de métiers différents.
Et donc, j'espère, j'aurais été capable de faire autre chose. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer. Le métier de contrôleur, c'est celui qui me passionne. Et peut-être que, depuis tout à l'heure, on dit que tu es contrôleur aérien. Oui. C'est peut-être un petit peu vague. Toi, tu es à la tour, Oui, c'est ça? exactement. Est-ce que tu peux juste nous parler des différents postes? Est-ce que toi, tu es qualifié pour exercer à d'autres postes? Alors, à la tour de Béziers, il n'y a qu'un seul poste, c'est le contrôleur aérien tour. Quand j'étais à Calvi, il y avait 2 postes, il y a le contrôleur aérien sol et le contrôleur aérien tour. Et quand on est qualifié contrôleur aérien sur une plateforme, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on passe du sol à la tour sans aucun problème. Ensuite, il y a le contrôle aérien d'approche. Donc là, par exemple, on est à Montpellier. Montpellier, ils ont leur approche, Montpellier Approche, qui gère l'approche de Béziers, de Perpignan, de Nîmes et de Montpellier. Et même leur zone s'étend jusqu'à Mende, mais Mende qui est un terrain non contrôlé. Donc ils ont une très vaste zone de contrôle. Et donc les contrôleurs aériens de Montpellier, qui sont des ingénieurs, eux, ils font du contrôle sol, ils font du contrôle tour, ils font du contrôle d'approche, et en plus, ils font le service d'information de vol, le SIV. Et ensuite, il y a une autre catégorie de contrôleurs aériens qui sont un peu moins visibles, mais qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux, c'est les contrôleurs aériens de centre en route. En France, il y a 5 centres régionaux de la navigation aérienne, des Donc, CRNA, eux, par contre, c'est centres de contrôle en route. ceux qui ne voient pas, ils ne sont pas dans des tours. ceux-là. Exactement. Ils sont dans des grandes salles et eux, ils vont gérer tous les avions IFR qui sont en croisière. Et donc, sur ces 5 centres en route, il y a plein de contrôleurs aériens qui gèrent différents secteurs. Et donc, le plus proche de Montpellier, c'est celui d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Marseille Contrôle. Ok. On va conclure l'interview par une toute dernière question, et après on te laissera tranquille. Est-ce que tu peux nous raconter ta, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, pire anecdote en tant que contrôleur aérien, et ensuite ta meilleure anecdote, et en plus je crois que tu vas pouvoir nous parler des cadets de l'air. Je te laisse développer sur ça parce que c'est ultra intéressant. Alors, ma pire anecdote, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut jamais sous-estimer l'imagination d'un pilote VFR. Donc, je me laisserai surprendre par la suite pour ma pire anecdote. Peut-être que je t'en parlerai un petit peu plus tard dans ma carrière. Je n'ai pas forcément de pire anecdote, de trucs vraiment horribles. J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir connu de situation réellement dramatique au contrôle. Je parlais de l'anecdote tout à l'heure avec une situation complexe à gérer avec le pilote ULM qui est venu se poser à Calvi. J'en ai eu d'autres à gérer dans ma carrière. Heureusement, rien de dramatique. Et j'espère ne jamais avoir à affronter ce genre de situation au cours de ma carrière. En revanche, pour la meilleure anecdote, j'en ai plein des meilleures anecdotes. Celle qui me vient en tête, elle a un lien avec l'échange international des cadets de l'air. C'est un échange international de jeunes passionnés d'aéronautique qui est organisé par l'Aéroclub de France Toi, en tu tiens un partenariat rôle- avec la DGAC. Tu tiens un rôle important en plus dans ces cadets de l'air. Oui, il s'avère que depuis 3 ans, je suis président de l'échange international des cadets de l'air en France, en tout cas de l'organisation française. Et donc, j'ai eu la chance de participer à cet échange en 2015. Je suis allé en Allemagne, accueilli par la Luftwaffe, qui est l'armée de l'air allemande. Et là-bas, j'avais fait une rencontre très sympathique de quelqu'un qui est devenu par la suite un ami, un cadet de l'air allemand. Et donc, on avait passé 2 semaines d'échanges super avec plein de visites aéronautiques, plein d'activités vraiment hyper intéressantes pendant ces 2 semaines en Allemagne. Et puis par la suite, il est venu chez moi quand j'étais à Calvi. Je suis allé en Allemagne aussi. Et on a gardé contact malgré la distance, on ne se voyait pas très souvent. Et puis son parcours professionnel a évolué, le mien aussi. J'étais contrôleur aérien à Calvi et lui maintenant il s'avère qu'il est pilote de bombardier global pour le gouvernement allemand, donc basé à Cologne. Et il est venu faire une mission d'entraînement à Calvi quand moi j'étais contrôleur aérien là-bas. Donc presque 10 ans après s'être connu pendant l'échange international, il est venu faire des remises de gaz, des tours de piste en bombardier global, donc c'est déjà un beau jet. Et il s'est posé, il a fait un atterrissage complet, il est venu avec son Magnifique. équipage, on a pris le café à la tour, il m'a fait visiter l'avion. Et ça, cette proximité-là qu'on peut avoir sur des petits terrains, bah forcément, elle est hyper appréciable et ça fait des souvenirs, ça fait le lien entre le parcours où j'étais pas du tout dans le milieu professionnel à l'époque, j'étais tout jeune, je ne savais pas encore que j'allais devenir contrôleur aérien. Et donc, bah voilà, peut-être 7 ou 8 ans après, d'avoir Yann qui vient avec tout son équipage à Calvi, ça c'est un souvenir mémorable. Et peut-être que tu peux donc nous dire quels sont les critères pour postuler pour les cadets de l'air et quelles sont Ouais. les qualités requises pour y accéder. Alors, l'échange international des cadets de l'air, comme je disais, c'est un programme de l'Aéroclub de France qui existe depuis 1946. La France y participe depuis 1949, donc c'est un très très vieux programme. Et donc, pour faire simple, ça permet à des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, comme toi, comme ceux de l'Aéroclub, comme ceux d'autres aéroclubs, qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont affiliés à une des fédérations aéronautiques du CNFAS. Ça peut être la FFA, comme ici, on est dans un aéroclub de la Fédération française aéronautique. Ça peut être aussi et ou la fédération ULM,
la fédération RSA, les constructeurs amateurs, Fédération française d'aéromodélisme. Il y a toutes les fédérations, il y a 9 fédérations dans le CNFAS, donc il faut être membre au moins une de ces fédérations, avoir entre 18 et 20 ans. Et nous, on envoie ces jeunes à l'étranger pendant 2 semaines l'été pour découvrir ce qu'est l'aéronautique dans ce pays-là. Dans le même temps, nous, on reçoit un nombre identique de cadets en France pour leur montrer ce qu'on sait faire d'aéronautique en France. Et pour les cadets français qui sont partis à l'étranger l'été, on organise aussi plusieurs événements au cours de l'année en France pour leur montrer ce qu'on sait faire aussi d'aéronautique en France. Donc il y a les années Bourget, une réception au Salon du Bourget invitée par Dassault Aviation. Il y a du bénévolat sur le meeting aérien, le temps des hélices de la Ferté-Alais, qui est un des plus gros meetings du pays, un des France, plus ça beaux a à l'air voir. magnifique quand les cadets viennent en France, ça doit être fou. Exactement, avec on a tout de la ce chance qu'on a. d'avoir beaucoup de choses à leur montrer. Ouais. Et ensuite, on organise aussi un séjour de la Toussaint, donc après l'échange international, pendant les vacances de la Toussaint, où là, on accueille les cadets français en région parisienne, grâce à nos partenaires, pour pouvoir leur permettre de découvrir ce qui se fait en termes d'aéronautique et ouvrir des perspectives de carrière. Et en termes de connaissances, culture aéronautique, c'est une énorme plus-value. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps Merci à toi d'être venu, d'écouter, de surtout. me poser des questions, de porter de l'intérêt au métier de contrôleur aérien. Je le dis à tout le monde, face caméra, faites contrôleur aérien, c'est un des meilleurs métiers qui puisse exister. Arrêtez de vouloir faire pilote, faites contrôleur. Faites contrôleur. Et il ne faut jamais hésiter. C'est possible de visiter des tours de contrôle pour voir comment ça se passe de l'autre côté du micro. Ce n'est pas forcément toujours le bon moment, mais il ne faut pas hésiter à poser la question et se renseigner. Est-ce que c'est possible de venir visiter? On prend le risque d'avoir une réponse négative si ce n'est pas le bon moment, s'il y a trop de trafic, si il y a des maintenances en cours, ce n'est pas forcément toujours le bon moment. Par contre, il ne faut pas hésiter à poser la question. Si c'est le bon moment, vous n'avez rien perdu et vous pouvez échanger avec les contrôleurs qui prendront le temps de partager leur passion pour leur métier et de vous montrer ce qui se passe derrière le micro et vous montrer qu'en fait, c'est juste un échange entre 2 humains, un qui est dans un avion, un qui est dans une tour, mais qui ont le même objectif, c'est que le vol se passe bien et que tout le monde se pose dans le meilleur état possible.